Bienvenue. Je suis vraiment heureux que tu sois ici aujourd'hui, pas parce que c'est une formule de politesse, mais parce que ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer la trajectoire de ta vie financière. Et je dis cela après avoir passé plus de 40 ans à étudier, enseigner et observer ce qui sépare les personnes qui accumulent de la richesse de celles qui travaillent, durent toute leur vie sans jamais vraiment avancer. Il y a quelques années, j'animais un séminaire à Phoenix, en Arizona. Dans la salle, il y avait environ 300 personnes, des gens de tous horizons, des entrepreneurs, des employés, des jeunes de 20 ans, des personnes de 50 ans qui voulaient encore changer leur situation. Et j'ai posé une question simple à l'audience. J'ai dit, levez la main si vous voulez être financièrement libre un jour. 300 mains se sont levées, puis j'ai dit, gardez la main levée si vous avez un plan précis, écrit avec des étapes claires pour y arriver. En quelques secondes, presque toutes les mains sont redescendues. Il en restait peut-être 6 ou 7. C'est là que réside le premier secret. Pas dans une technique complexe, pas dans un investissement mystérieux, pas dans une application ou une crypto-monnaie dont personne n'a encore entendu parler. Le premier secret, c'est que la majorité des gens veulent la richesse, mais n'ont jamais vraiment décidé de la construire. Il y a une différence énorme entre souhaiter quelque chose et décider de l'obtenir. Une différence que nous allons explorer aujourd'hui en profondeur. Ce que je vais partager avec toi n'est pas de la théorie. Ce sont des principes que j'ai observés chez des milliers de personnes qui sont passées de rien à une abondance réelle. Des principes que j'ai moi-même appliqués. Parce que je dois te dire quelque chose, je ne suis pas né riche. J'ai grandi dans une famille pauvre. J'ai abandonné le lycée. J'ai travaillé dans des fermes, des chantiers de construction. J'ai dormi dans ma voiture à un moment de ma vie. Et ce n'est pas une histoire pour t'impressionner. C'est pour te montrer que les principes dont nous allons parler fonctionnent indépendamment de ton point de départ. Alors installe-toi confortablement. Prends un carnet si tu en as un. Parce que ce que tu vas entendre mérite d'être noté, relu et surtout appliqué. Commençons par quelque chose de fondamental. Quelque chose que presque personne n'enseigne dans les écoles, dans les universités et même dans la plupart des livres de développement personnel. L'argent n'est pas ce que tu crois qu'il est. Depuis l'enfance, on nous a transmis une certaine image de l'argent. Pour certains d'entre nous, l'argent était rare, source de stress, de disputes. Pour d'autres, c'était quelque chose de honteux, presque immoral, de trop en vouloir. Pour d'autres encore, c'était quelque chose que les autres avaient, les chanceux, les héritiers, les gens qui avaient eu de meilleures opportunités. Ces croyances, qu'on appelle parfois le script financier, sont gravées dans notre subconscient bien avant qu'on soit en âge de les questionner. Et elles gouvernent silencieusement nos décisions, nos comportements, notre rapport à l'argent pendant des décennies. J'ai travaillé avec un entrepreneur, appelons-le Marc, qui avait bâti une entreprise qui générait des revenus importants. Chaque fois qu'il atteignait un certain niveau de revenus, quelque chose se passait. Une dépense imprévue, un mauvais investissement, un associé qui disparaissait avec des fonds. Après la troisième fois que cela s'était produit, il est venu me voir. Et en creusant, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Son père lui avait répété toute son enfance. L'argent, ça corrompt les gens, les riches ne sont pas honnêtes. Marc avait intégré cette croyance si profondément qu'inconsciemment, chaque fois qu'il approchait d'un niveau de richesse significatif, il sabotait sa propre réussite pour ne pas devenir cette personne que son père lui avait appris à mépriser. Ce n'est pas un cas isolé. C'est peut-être le cas le plus commun que j'ai rencontré dans ma carrière. Alors la première chose que je veux que tu fasses, pas demain, pas la semaine prochaine, c'est de t'asseoir avec toi-même et de te demander honnêtement quelle est ma vraie croyance sur l'argent. Pas ce que tu dis en public, pas ce que tu aimerais croire, mais ce que tu ressens viscéralement quand tu vois quelqu'un de très riche, ce que tu penses quand tu rates une opportunité financière, ce que tu dis à voix basse dans ta tête quand tu regardes ton compte en banque. Ces pensées sont la porte d'entrée vers ta vérité financière profonde. Voici quelque chose que j'ai observé en étudiant des centaines de millionnaires et de milliardaires au fil des années. Et cela m'a d'abord surpris, puis tout est devenu évident. Les gens financièrement libres ne pensent pas à l'argent de la même façon que les autres. Ce n'est pas qu'ils soient plus intelligents. Ce n'est pas qu'ils aient eu plus de chance. C'est qu'ils ont une relation fondamentalement différente avec l'argent. Pour la personne moyenne, l'argent est une fin en soi. On travaille pour gagner de l'argent. On dépense cet argent. Et on recommence. C'est un cycle.
un tapis roulant. On avance, mais on reste au même endroit. Pour la personne financièrement libre, l'argent est un outil. Un outil qui, utilisé intelligemment, peut travailler à ta place. Un outil qui peut créer d'autres outils. Un outil qui, bien géré, se multiplie pendant que tu dors. Cette distinction peut sembler simple. Presque trop simple. Mais laisse-moi te montrer comment elle se manifeste concrètement dans les décisions quotidiennes. Quand une personne ordinaire reçoit une augmentation de salaire, que fait-elle en général? Elle augmente son niveau de vie. Une meilleure voiture, un appartement plus grand, des vacances plus chères. Ce phénomène a un nom, l'inflation du mode de vie. Et c'est l'un des pièges les plus efficaces qui existent pour maintenir les gens dans un état de dépendance financière perpétuelle. Quand une personne avec une mentalité de richesse reçoit une augmentation, elle se pose une question différente. Elle se demande: comment puis-je utiliser cet argent supplémentaire pour générer encore plus d'argent? Comment puis-je transformer ce flux de revenus actifs en actifs qui produisent des revenus passifs? Ce n'est pas qu'elle ne profite pas de la vie, c'est qu'elle a compris un principe fondamental: tu ne construis pas la richesse en dépensant plus. Tu la construis en investissant la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Parlons maintenant de ce que j'appelle la loi de l'accumulation. C'est l'un des principes les plus puissants que je connaisse, et pourtant, il est presque invisible dans notre culture. Voici comment cela fonctionne. Chaque action financière que tu fais aujourd'hui, aussi petite soit-elle, s'accumule avec le temps. Les bonnes décisions s'accumulent en ta faveur. Les mauvaises décisions s'accumulent contre toi. Et la plupart des gens ne voient pas cela parce que les effets sont imperceptibles à court terme. Pense à un glacier. Un glacier se déplace d'environ 1 à 2 mètres par jour. Tu ne peux pas le voir bouger. Si tu le regardes pendant 1 heure, il te semblera immobile. Mais reviens dans 10 ans, et le paysage sera transformé. C'est exactement ainsi que fonctionne la construction de la richesse. J'ai un ami qui a commencé à mettre de côté 50 € par mois à l'âge de 25 ans. Juste 50 €. Beaucoup de gens m'auraient dit que c'est insignifiant. Mais il a fait cela de manière disciplinée. Il a investi cet argent intelligemment et à 55 ans, il avait accumulé une somme qui lui permettait de vivre confortablement sans jamais retoucher à un emploi traditionnel. 50 € par mois. La puissance n'était pas dans le montant. Elle était dans la discipline et dans le temps. L'intérêt composé est souvent appelé la 8e merveille du monde, et cette attribution est souvent créditée à Einstein, même si les historiens débattent de son authenticité. Peu importe qui l'a dit, ce qui compte, c'est que c'est vrai. L'intérêt composé est la force la plus puissante dans la construction de la richesse à long terme. Et son ennemi numéro 1, c'est l'impatience. Nous vivons dans une culture de la gratification immédiate. Tout doit arriver vite, les résultats immédiats, les transformations rapides. Et cette impatience culturelle est peut-être le plus grand obstacle à la liberté financière que j'ai jamais observé. Voici une observée que j'ai faite lors de mes séminaires pendant des années. Quand je demande aux gens ce qui les empêche d'être financièrement libres, j'entends toujours les mêmes réponses. Je ne gagne pas assez. Je n'ai pas les bonnes connexions. Je n'ai pas eu les bonnes opportunités. L'économie est difficile. Les impôts sont trop élevés. Et je comprends ces frustrations. Elles sont réelles, mais voici ce que j'ai observé. 2 personnes peuvent avoir exactement les mêmes revenus, exactement les mêmes opportunités, exactement le même contexte économique. Et dans 10 ans, l'une sera financièrement libre et l'autre sera exactement au même point. Peut-être même dans une situation pire. Qu'est-ce qui fait la différence? Les décisions, les habitudes. La mentalité, ce n'est pas une accusation. C'est une libération. Parce que si la différence était dans les circonstances extérieures, tu ne pourrais rien y faire. Mais si la différence est dans les décisions et les habitudes, alors tu as un contrôle total sur ton avenir financier. Voici un principe que j'enseigne depuis des décennies. Tu es là où tu es financièrement aujourd'hui à cause de tes décisions passées. Et tu seras là où tu seras dans 10 ans à cause de tes décisions actuelles. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à prendre les rênes. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle la richesse invisible. C'est l'un des secrets les moins connus sur l'argent, et pourtant il est crucial. Quand les gens pensent aux riches, ils pensent aux voitures de luxe, aux grandes maisons, aux vacances, dans des endroits exotiques. Mais voici une vérité surprenante que j'ai découverte en étudiant les vraiment riches. Pas ceux qui semblent riches, mais ceux qui le sont vraiment. La majorité des millionnaires aux États-Unis, selon des études comme celle de Thomas Stanley dans The Millionaire Next Door,
vivent de manière étonnamment modeste. Ils conduisent des voitures ordinaires. Ils habitent dans des quartiers normaux. Ils ne portent pas de montre à 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Chaque euro dépensé pour paraître riche est un euro qui ne travaille pas pour toi. Chaque euro, investi dans l'apparence, est un euro qui ne génère pas de revenus. Il y a une expression que j'aime utiliser. Les gens qui ont l'air riches ne le sont souvent pas. Et les gens qui sont vraiment riches n'ont souvent pas l'air de l'être. Cette distinction entre richesse réelle et richesse apparente est l'un des pièges les plus dangereux de notre époque. Amplifié par les réseaux sociaux où tout le monde exhibe un style de vie qui est souvent financé par des dettes. J'ai rencontré un jeune homme lors d'un séminaire à Paris. Il avait 28 ans, une belle voiture, des vêtements de marque. Il postait des photos de restaurants gastronomiques sur Instagram. Et il était venu me voir parce qu'il était au bord de la faillite personnelle. Il avait dépensé les 5 dernières années à construire une image de richesse pendant que sa situation financière réelle se détériorait. Il avait emprunté pour maintenir cette apparence. Et le poids de cette dette devenait insupportable. Ce n'est pas un cas extrême. C'est devenu une épidémie silencieuse. Voici un autre secret sur l'argent que très peu de gens comprennent vraiment, la différence entre les actifs et les passifs. Robert Kiyosaki a popularisé cette distinction dans son livre Père riche, Père pauvre, et je pense que c'est l'une des idées les plus importantes en matière de finances personnelles. Mais je veux aller plus loin que la définition de base. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche. Simple, non? Mais voici où ça devient intéressant. La plupart des gens confondent les passifs avec les actifs. Ils pensent que leur voiture est un actif. Leur maison est un actif. Leurs vêtements de marque sont des actifs. Mais dans la réalité financière, une voiture qui perd de la valeur chaque année et qui génère des coûts d'entretien, d'assurance et de carburant est un passif. Une maison dans laquelle tu habites, et je sais que c'est controversé, est techniquement un passif tant qu'elle ne génère pas de revenus supérieurs à ses coûts. Les vrais actifs, ce sont les investissements qui génèrent des revenus, les actions qui versent des dividendes, les propriétés locatives qui génèrent des loyers, les entreprises qui fonctionnent sans ta présence quotidienne, les royalties sur des créations intellectuelles, les prêts que tu accordes à des taux d'intérêt favorables. La question que je te pose et que je pose à tous mes étudiants est la suivante. Dans ta vie actuelle, quel pourcentage de tes dépenses va vers des actifs et quel pourcentage va vers des passifs? Pour la plupart des gens, la réponse est décourageante. 90, voire 100% de leurs dépenses vont vers des passifs. Et c'est pourquoi ils restent sur ce tapis roulant financier, travaillant de plus en plus fort pour maintenir un niveau de vie qui ne les enrichit pas. La stratégie que je recommande est simple dans son principe. Même si elle demande de la discipline dans son application, avant chaque achat significatif, pose-toi la question, est-ce que cet achat est un actif ou un passif? Est-ce qu'il va me rapprocher de ma liberté financière ou m'en éloigner? Maintenant, je veux parler d'un sujet qui est au cœur de tout ce que nous explorons aujourd'hui, les habitudes financières. Il y a une vérité que j'ai apprise après des décennies d'observation. Ta situation financière actuelle est le reflet direct de tes habitudes financières. Pas de tes intentions, pas de tes rêves, pas de tes souhaits, de tes habitudes. Les habitudes sont des comportements automatiques, des décisions que tu prends sans vraiment y penser. Et c'est là que réside leur pouvoir, dans leur automaticité. Une bonne habitude financière qui s'exécute automatiquement est infiniment plus puissante qu'une bonne intention qui requiert un effort conscient à chaque fois. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai connu 2 frères, appelons-les Pierre et Jacques. Ils ont grandi dans la même famille, avec les mêmes ressources, la même éducation. À 30 ans, ils gagnaient à peu près le même salaire. Mais Pierre avait pris une habitude. Chaque mois, dès qu'il recevait son salaire, il transférait automatiquement 20% sur un compte d'investissement. Avant de payer quoi que ce soit d'autre, avant de faire les courses, avant de payer le loyer, ce 20% partait automatiquement. Jacques, lui, se disait qu'il économiserait ce qui resterait à la fin du mois. Et à la fin du mois, il ne restait jamais grand-chose. 20 ans plus tard, Pierre avait un portefeuille d'investissement significatif. Jacques était toujours sur le tapis roulant, vivant de chèque en chèque, se demandant pourquoi il n'avançait jamais. Même salaire, mêmes opportunités, habitudes différentes, résultats radicalement différents. Ce principe, se payer soi-même en premier,
est l'une des habitudes les plus puissantes que tu puisses développer. Et je veux expliquer pourquoi il est si efficace. Quand tu attends de voir ce qui reste à la fin du mois pour économiser, tu te places en dernier sur ta liste de priorités. Tu paies d'abord le propriétaire, l'électricité, la banque, le supermarché, les restaurants, les plateformes de streaming, et toi tu prends les restes. Mais quand tu te paies en premier, tu inverses cette logique. Tu te places en tête de liste. Et quelque chose d'intéressant se produit. Tu t'adaptes naturellement à vivre avec ce qui reste. L'être humain est remarquablement adaptable quand il n'a pas le choix. Je veux maintenant aborder quelque chose qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on t'a enseigné. Quelque chose qui concerne le travail et sa relation avec la richesse. On nous a dit que le travail acharné mène à la richesse. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais ce n'est pas toute la vérité. Et la partie manquante est cruciale. Travailler dur est nécessaire. Mais travailler dur seul ne suffit pas. Parce que si tu travailles dur en échangeant ton temps contre de l'argent, ce que font la plupart des gens, alors ta capacité à générer de la richesse est fondamentalement limitée par une contrainte que tu ne peux pas surmonter. Tu n'as que 24 heures dans une journée. Peu importe combien tu travailles, peu importe ton taux horaire, si ton seul modèle de création de revenus est le temps contre l'argent, tu te heurtes à un plafond absolu. Les personnes financièrement libres ont compris qu'il faut passer d'un modèle de revenu actif à un modèle de revenu passif, ou au moins d'un modèle où les deux coexistent et où les revenus passifs croissent progressivement. Qu'est-ce qu'un revenu passif ? C'est de l'argent qui arrive sans que tu aies à échanger ton temps à ce moment précis. Les dividendes d'actions que tu as achetées, les loyers d'un appartement que tu as investi, les royalties d'un livre que tu as écrit il y a 10 ans, les revenus d'une entreprise qui tourne sans ton implication quotidienne. Et voici ce que j'observe chez mes étudiants. Quand ils entendent parler de revenus passifs pour la première fois, beaucoup pensent que c'est réservé aux riches, qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent pour investir, que c'est un club fermé. Mais ce n'est pas vrai. Les revenus passifs peuvent commencer avec très peu. Ils peuvent commencer avec 50 € par mois investis dans un fonds indiciel. Ils peuvent commencer avec un appartement acheté avec un prêt immobilier où le loyer couvre les mensualités. Ils peuvent commencer avec un blog, un cours en ligne, un livre électronique. La clé n'est pas le montant initial. La clé est de commencer et de continuer. Et de laisser le temps et la capitalisation faire leur travail. Voici une autre vérité sur l'argent que très peu de gens enseignent et qui m'a personnellement transformé quand je l'ai découverte. L'argent suit la valeur. Toujours, voici ce que je veux dire. Dans notre économie, l'argent est essentiellement un système d'échange de valeurs. Tu reçois de l'argent en proportion de la valeur que tu crées pour les autres. Si tu veux gagner plus d'argent, la question n'est pas comment travailler plus dur. La question est comment puis-je créer plus de valeur pour plus de personnes. C'est un changement de perspective fondamental. Au lieu de te demander comment gagner plus, demande-toi comment servir plus, comment résoudre des problèmes plus importants, comment apporter une valeur plus grande à un plus grand nombre de personnes. J'ai observé cela dans chaque secteur. Les médecins qui gagnent le plus ne sont pas nécessairement ceux qui travaillent le plus d'heures. Ce sont ceux qui ont développé des compétences rares, qui résolvent des problèmes complexes, qui apportent une valeur que peu d'autres peuvent apporter. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui travaillent 18 heures par jour. Ce sont ceux qui ont identifié un problème que des millions de personnes ont et qui ont créé une solution efficace. Cette idée, l'argent suit la valeur, a une implication pratique immédiate. Si tu veux améliorer ta situation financière, investis dans toi-même, dans tes compétences, dans tes connaissances, dans ta capacité à résoudre des problèmes. C'est ce que j'appelle le meilleur investissement qui soit. Chaque euro investissement ton développement personnel et professionnel peut te rapporter 10, 100, 1000 fois plus qu'un euro investi en bourse. Parce que tes compétences, tes connaissances, ta capacité à créer de la valeur. Ces choses ne peuvent pas être volées, ne peuvent pas s'effondrer comme les marchés, ne peuvent pas être perdues dans une mauvaise transaction. J'ai commencé à lire sérieusement à 25 ans. J'ai lu un livre par semaine pendant des années. Et chaque livre que j'ai lu m'a apporté des idées, des perspectives, des stratégies qui ont directement contribué à ma réussite financière. Si je devais calculer le retour sur investissement de mes lectures, il serait incalculable. Parlons maintenant de la peur. Parce que la peur est peut-être le plus grand obstacle à la liberté financière que j'ai jamais observé. La peur de l'échec. La peur du risque.
La peur de perdre ce qu'on a déjà. Ces peurs paralysent des millions de personnes qui pourraient autrement faire des progrès financiers significatifs. Et voici quelque chose d'intéressant sur la peur, elle est presque toujours disproportionnée par rapport aux risques réels. Notre cerveau est câblé pour surestimer les dangers. C'est un mécanisme de survie qui était utile quand nos ancêtres chassaient des mammouths, mais qui est souvent contre-productif dans le monde financier moderne. Quand quelqu'un me dit qu'il a peur d'investir parce qu'il pourrait perdre son argent, je lui pose toujours la même question. Quel est le risque de ne pas investir? Parce que ne rien faire est aussi un choix. Et ce choix a des conséquences. L'inflation ronge le pouvoir d'achat de l'argent qui dort sur un compte courant. Le temps perdu ne peut pas être récupéré. L'opportunité de capitalisation manquée est une perte réelle, même si elle est invisible. Le risque zéro n'existe pas. Que tu agisses ou que tu n'agisses pas, tu prends un risque. La question est quel risque préfères-tu prendre? Le risque calculé d'investir intelligemment ou le risque certain de ne pas construire ta liberté financière? Il y a une distinction que j'aime faire entre la peur irrationnelle et la prudence rationnelle. La prudence rationnelle, c'est analyser les risques, faire ses recherches, diversifier ses investissements, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une approche sage et nécessaire. La peur irrationnelle, c'est l'inaction totale, basée sur des scénarios catastrophiques qui ont très peu de probabilité de se réaliser. C'est refuser d'investir parce que les marchés pourraient s'effondrer, alors que sur le long terme, les marchés ont toujours progressé. C'est refuser de démarrer une entreprise, parce qu'elle pourrait échouer, alors que chaque entrepreneur qui a réussi a traversé des échecs. La gestion du risque est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend. Elle s'améliore avec la pratique, et elle est absolument essentielle à la construction de la richesse. Je veux maintenant parler de quelque chose qui va peut-être te surprendre. Le rôle de l'entourage dans ta réussite financière. J'ai observé un phénomène fascinant au fil des années. Le revenu d'une personne tend à être proche de la moyenne du revenu des 5 personnes avec lesquelles elle passe le plus de temps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'influences profondes et souvent invisibles. Les gens qui t'entourent influencent tes croyances sur ce qui est possible. Ils influencent tes habitudes. Ils influencent tes conversations. Ils influencent ta vision du monde et de l'argent. Si tu passes la majorité de ton temps avec des personnes qui se plaignent de l'économie, qui pensent que la richesse est réservée aux privilégiés, qui dépensent tout ce qu'elles gagnent et qui n'ont aucun plan financier, il sera très difficile pour toi de penser et d'agir différemment. Non pas parce que tu es faible, mais parce que nous sommes des êtres sociaux profondément influencés par notre environnement. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui investissent, qui lisent, qui discutent de stratégies financières, qui ont des objectifs clairs et qui travaillent à les atteindre, tu seras naturellement tiré vers le haut. Ce n'est pas une invitation à abandonner tes amis ou ta famille. C'est une invitation à être conscient de ces influences et à chercher activement à t'exposer à des personnes, des idées et des environnements qui élèvent ton niveau de pensée financière. Les livres sont une façon extraordinaire de faire cela. Quand tu lis un livre d'un grand entrepreneur, d'un investisseur légendaire, d'un économiste brillant, tu passes du temps dans leur esprit. Tu absorbes leur façon de penser. Tu t'imprègnes de leur perspective. Et cela a un effet réel sur tes propres pensées et décisions. Les podcasts, les conférences, les séminaires, toutes ces ressources sont des façons de t'entourer virtuellement de personnes qui pensent différemment et qui peuvent élever ton niveau de jeu. Voici un principe que j'appelle la loi des 10%. C'est simple, mais transformateur. Chaque fois que tu reçois de l'argent, que ce soit un salaire, un bonus, un cadeau, un remboursement, mets immédiatement 10% de côté pour l'investissement. Pas pour les vacances, pas pour une nouvelle télévision. Pour l'investissement, 10% peut sembler peu. Et c'est intentionnel, parce que 10%, c'est un montant que presque tout le monde peut se permettre de mettre de côté sans que cela affecte significativement son niveau de vie. C'est assez petit pour être faisable, mais assez grand pour, avec le temps et la capitalisation, construire une richesse significative. Et voici ce que j'ai observé, une fois que tu as pris l'habitude de mettre 10% de côté, tu t'adaptes. Tu vis avec 90% de tes revenus et tu commences à chercher des façons d'augmenter ce pourcentage. D'abord à 15%, puis à 20, puis à 25. J'ai rencontré des personnes qui, après quelques années de pratique, économisaient et investissaient 40, 50% de leurs revenus, et leur niveau de vie n'avait pas chuté. Parce qu'ils avaient progressivement découvert que la plupart de leurs dépenses passées n'étaient pas nécessaires à leur bonheur réel.
Il y a une étude fascinante, et je pense qu'elle mérite d'être mentionnée ici, qui a examiné la relation entre le revenu et le bonheur. Et ce que les chercheurs ont découvert est contre-intuitif. Au-delà d'un certain niveau de revenu, suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux et vivre confortablement, l'augmentation des revenus n'augmente pas proportionnellement le bonheur. Ce qui contribue le plus au bonheur, c'est le sentiment de sécurité, de liberté, de contrôle sur sa vie. Et c'est précisément ce que la liberté financière apporte. Pas la possibilité d'acheter plus de choses, mais la liberté de choisir, la liberté de dire non à un travail qui ne te convient pas, la liberté de voyager quand tu veux, la liberté de consacrer ton temps à ce qui compte vraiment pour toi. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat, la dette, et je veux faire une distinction importante entre deux types de dettes qui sont radicalement différentes. Il y a la dette qui t'appauvrit et la dette qui t'enrichit. La confusion entre ces deux types est l'une des erreurs financières les plus communes que j'observe. La dette qui t'appauvrit, c'est la dette consommateur. Les cartes de crédit utilisées pour financer un style de vie au-delà de tes moyens. Les crédits à la consommation pour des voitures, des téléphones, des vacances. Ces dettes ont généralement des taux d'intérêt élevés et elles financent des choses qui perdent de la valeur ou qui disparaissent. C'est de la richesse future que tu consommes aujourd'hui. Et les intérêts que tu payes sont de l'argent qui va dans la poche de quelqu'un d'autre plutôt que dans la tienne. La dette qui t'enrichit, c'est la dette d'investissement. Un prêt immobilier pour acheter un bien qui génère des revenus locatifs supérieurs aux mensualités. Un prêt pour financer une entreprise dont les revenus dépassent le coût du financement. Ce type de dette utilise l'effet de levier, l'argent des autres, pour accélérer ta construction de richesse. Warren Buffett a dit quelque chose de très sage à ce sujet. Il a dit que si tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, tu finiras par vendre des choses dont tu as besoin. C'est une façon élégante de décrire le piège de la dette consommateur. La règle que j'enseigne est simple. Évite autant que possible la dette consommateur. Et si tu utilises la dette, assure-toi qu'elle finance des actifs qui génèrent des revenus. Je veux maintenant parler d'un concept qui est peut-être le plus mal compris dans tout le domaine des finances personnelles. La diversification. On entend souvent dire qu'il faut diversifier ses investissements. Et c'est vrai. Mais il y a une nuance importante que peu de gens comprennent. La diversification est une stratégie de protection, pas une stratégie de croissance. Elle protège contre les pertes catastrophiques. Elle réduit le risque global de ton portefeuille, mais elle réduit aussi les gains potentiels. Les grands investisseurs, et je pense à Warren Buffett, à Charlie Munger, ont souvent dit que la surdiversification est l'ennemi de l'excellence. Quand tu disperses tes investissements sur trop de choses, tu dilues ton attention, ton expertise et tes ressources. La stratégie que je recommande, et que j'ai observée chez les investisseurs les plus performants, est ce que j'appelle la diversification concentrée. Connais quelques domaines très bien. Investis profondément dans ces domaines. Et diversifie suffisamment pour ne pas être exposé à un risque catastrophique, mais pas au point de diluer tes forces. Par exemple, si tu deviens un expert de l'immobilier résidentiel dans ta région, tu vas développer une connaissance du marché, des contacts, une capacité d'analyse qui te donnera un avantage compétitif réel. Tu pourras identifier des opportunités que d'autres ne voient pas. Tu pourras négocier mieux. Tu pourras gérer tes propriétés plus efficacement. Si au contraire, tu éparpilles les investissements entre l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies, les matières premières et les startups sans avoir de véritable expertise dans aucun de ces domaines, tu seras constamment à la merci des fluctuations du marché sans avoir la connaissance nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Voici quelque chose que j'appelle le paradoxe de la richesse. Et il est fascinant. Les personnes qui cherchent désespérément à devenir riches ont souvent plus de mal à y arriver que celles qui se concentrent sur la création de valeur et sur l'excellence dans leur domaine. Pourquoi ? Parce que la richesse est un résultat, pas un objectif en soi. Quand tu te concentres obsessionnellement sur l'argent, tu prends souvent des décisions motivées par la cupidité à court terme, plutôt que par la création de valeur à long terme. Tu cherches des raccourcis, tu prends des risques inconsidérés, tu sacrifies ta réputation pour un gain rapide. À l'inverse, quand tu te concentres sur devenir excellent dans ce que tu fais, sur créer une valeur réelle pour les autres, sur construire des relations de confiance, l'argent tend à suivre naturellement. Pas immédiatement, pas toujours de façon linéaire, mais inexorablement sur le long terme. J'ai observé cela chez les entrepreneurs les plus remarquables que j'ai eu la chance de connaître. Ils ne parlaient pas constamment d'argent. Ils parlaient de leurs produits,
de leurs clients, de la façon de résoudre des problèmes. L'argent était la conséquence de leur excellence, pas leur motivation principale. Ce n'est pas de la philosophie romantique, c'est de la stratégie pratique. Parce que les gens qui créent de la valeur réelle développent une réputation, des relations et des compétences qui génèrent des opportunités financières de façon continue. Alors que ceux qui cherchent uniquement l'argent brûlent souvent leur pont, leur réputation et leurs opportunités dans la course au profit à court terme. Parlons maintenant d'un sujet que j'aborde dans presque tous mes séminaires, la clarté des objectifs. Il y a une étude qui est souvent citée, l'étude de Harvard sur les objectifs, selon laquelle les personnes qui ont des objectifs écrits et clairs réussissent beaucoup mieux financièrement que celles qui n'en ont pas. Que cette étude spécifique soit apocryphe ou non, ce que j'ai observé dans ma propre carrière et dans celle de milliers d'étudiants confirme ce principe de façon éclatante. La clarté est une forme de pouvoir. Quand tu sais exactement ce que tu veux, quand tu l'as, comment tu vas y arriver et pourquoi c'est important pour toi, ton cerveau se met en mode de recherche active. Tu commences à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu prends des décisions plus alignées avec tes objectifs. Tu utilises ton temps et tes ressources plus efficacement. Voici un exercice que je donne à tous mes étudiants. Prends une feuille de papier et écris 10 objectifs financiers que tu veux atteindre dans les 10 prochaines années. Ne te censure pas, ne te demande pas si c'est réaliste. Écris simplement ce que tu veux vraiment, puis regarde cette liste et demande-toi, si je pouvais n'en accomplir qu'un seul, lequel changerait le plus ma vie? Quel est l'objectif le plus important? Celui dont l'accomplissement rendrait les autres plus faciles ou même inutiles. Concentre-toi sur cet objectif. Fais-en ta priorité absolue. Travaille dessus chaque jour. Même un peu, même 15 minutes. La constance dans l'effort quotidien est infiniment plus puissante que les grands efforts sporadiques. Et note cet objectif chaque matin. Pas une fois, chaque matin. Parce que chaque fois que tu l'écris, tu le renforces dans ton subconscient. Tu rappelles à ton cerveau ce qui est important. Et ton cerveau, à son tour, cherche des façons de l'accomplir. Je veux maintenant aborder quelque chose qui est au cœur de toute réussite financière durable, l'intégrité. L'intégrité dans les affaires et les finances n'est pas seulement une vertu morale. C'est une stratégie pratique de long terme. Et voici pourquoi. Dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, où les réputations se construisent et se détruisent en quelques clics, l'intégrité est devenue l'actif le plus précieux qu'une personne puisse posséder. Les gens font des affaires avec des personnes en qui ils ont confiance. Les investisseurs financent des entrepreneurs en qui ils ont confiance. Les clients reviennent chez des entreprises en qui ils ont confiance. La confiance est la monnaie la plus précieuse de l'économie moderne. Et la confiance se construit par un seul moyen. Faire ce qu'on dit qu'on va faire, quand on dit qu'on va le faire, de la façon dont on a dit qu'on allait le faire, chaque fois, sans exception. Même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. J'ai vu des gens brillants, avec des idées extraordinaires et des compétences remarquables, échouer financièrement parce qu'ils manquaient d'intégrité. Et j'ai vu des gens de compétences moyennes réussir extraordinairement bien parce qu'ils étaient absolument fiables, honnêtes et intègres dans toutes leurs transactions. L'intégrité n'est pas un luxe qu'on peut se permettre quand les affaires vont bien. C'est la fondation sur laquelle toute richesse durable est construite. Voici maintenant un concept que j'appelle le multiplicateur de compétences. C'est l'un des principes les plus puissants pour accélérer ta croissance financière. Dans presque tous les domaines, il existe un ensemble de compétences clés qui, si tu les maîtrises, multiplient l'efficacité de toutes tes autres compétences. Par exemple, la communication. Que tu sois entrepreneur, investisseur, employé ou professionnel indépendant, ta capacité à communiquer clairement, à persuader, à négocier, à présenter tes idées, cette compétence multiplie la valeur de tout ce que tu fais par ailleurs. La vente est une autre compétence multiplicatrice. Tout le monde vend. Quand tu demandes une augmentation, tu vends ta valeur à ton employeur. Quand tu lèves des fonds pour ton entreprise, tu vends ta vision à des investisseurs. Quand tu attires des clients, tu vends tes services. La capacité à vendre efficacement est une compétence qui peut littéralement doubler, tripler ou décupler tes revenus. La gestion du temps est une troisième compétence multiplicatrice, parce que le temps est la seule ressource que nous avons tous en égale quantité. 24 heures par jour, ni plus, ni moins. La façon dont tu utilises ces 24 heures détermine en grande partie ta réussite financière. J'ai observé que les personnes financièrement libres ont généralement une relation très différente avec le temps. Elles planifient, elles priorisent,
Elles éliminent les activités à faible valeur ajoutée. Elles délèguent ce qui peut l'être. Et elles concentrent leur énergie sur les activités à haute valeur ajoutée, celles qui ont le plus grand impact sur leurs objectifs. La règle des 80-20 est un outil que j'utilise constamment. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes activités. Identifie ces 20%, concentre-toi dessus et cherche à éliminer, déléguer ou réduire les 80% d'activités qui ne génèrent que 20% de tes résultats. Je veux maintenant parler d'un sujet qui est souvent négligé dans les discussions sur la richesse, la santé. Ta santé est ton actif le plus précieux, pas ton argent, pas tes investissements. Ta santé, parce que sans santé, rien d'autre n'est possible. Et voici quelque chose que j'ai observé. Les personnes qui négligent leur santé au profit de leurs ambitions financières finissent souvent par dépenser leur richesse pour retrouver la santé qu'elles ont sacrifiée. C'est l'une des ironies les plus cruelles de la vie. Mais il y a aussi un lien direct entre la santé et la performance financière. L'énergie physique est le fondement de l'énergie mentale. Quand tu te sens bien physiquement, quand tu dors suffisamment, quand tu fais de l'exercice régulièrement, quand tu manges bien, ta clarté mentale est meilleure, ta capacité de concentration est supérieure, ta résilience face aux défis est plus grande, ta créativité est plus développée. J'ai remarqué que presque tous les entrepreneurs et investisseurs que j'admire accordent une priorité élevée à leur santé physique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une reconnaissance du fait que leur corps et leur cerveau sont leurs outils de travail les plus importants. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la mentalité d'abondance versus la mentalité de rareté. C'est une distinction fondamentale qui influence tout. La mentalité de rareté part du principe que les ressources, l'argent, les opportunités, le succès sont limités, que si quelqu'un d'autre réussit, cela réduit tes propres chances, que le monde est un jeu à somme nulle. Cette mentalité génère de la jalousie, de la compétition destructive, de la méfiance et de la résistance à partager les connaissances et les opportunités. La mentalité d'abondance part du principe que les ressources sont infinies, ou du moins suffisamment abondantes, pour que tout le monde puisse réussir. Que le succès des autres est une preuve que le succès est possible, pas une menace. Que partager ses connaissances et ses opportunités crée plus de valeur pour tout le monde, y compris pour soi. Et voici quelque chose de fascinant. La mentalité d'abondance est non seulement philosophiquement plus généreuse, elle est aussi stratégiquement plus efficace. Les personnes avec une mentalité d'abondance collaborent plus facilement. Elles construisent des réseaux plus forts. Elles créent des partenariats plus fructueux. Elles attirent des opportunités parce qu'elles irradiaient une énergie positive et généreuse qui invite les autres à travailler avec elles. Les personnes avec une mentalité de rareté, à l'inverse, tendent à se fermer, à protéger jalousement leurs ressources, à éviter la collaboration par peur d'être exploitées. Et paradoxalement, cette attitude de protection les prive souvent des opportunités et des partenariats qui auraient pu les enrichir. Je veux maintenant aborder un principe que j'appelle la règle de la décision rapide. L'un des traits les plus communs que j'observe chez les personnes financièrement réussies est leur capacité à prendre des décisions rapidement et à les changer lentement si nécessaire. À l'inverse, les personnes qui peinent financièrement tendent à prendre des décisions lentement, souvent paralysées par l'analyse et la peur, et à les changer rapidement, dès que les choses deviennent difficiles. Cette distinction est cruciale, parce que l'indécision est une décision. Chaque moment que tu passes à hésiter sur une opportunité est un moment où quelqu'un d'autre agit. Et dans le monde des affaires et des investissements, le timing compte. Cela ne signifie pas prendre des décisions irréfléchies. Cela signifie développer la capacité de rassembler les informations nécessaires rapidement, d'analyser efficacement et de prendre une décision avec les informations disponibles plutôt que d'attendre une certitude absolue qui n'arrivera jamais. Napoléon Bonaparte avait une formule que j'aime beaucoup, s'engager, puis voir. Il avait compris que dans un environnement incertain, l'action crée des informations que l'analyse seule ne peut pas générer. En agissant, tu apprends, tu ajustes, tu t'améliores. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui ont le plan le plus parfait. Ce sont ceux qui commencent, qui apprennent de leur expérience et qui s'adaptent continuellement. Voici maintenant quelque chose d'important sur le rapport entre l'épargne et l'investissement. Et je veux être très clair sur ce point, parce que beaucoup de gens confondent les deux. Épargner et investir sont deux choses différentes. L'épargne est la préservation du capital, l'investissement est la mise en travail du capital,
Pour qu'il génère des rendements, l'épargne seule ne construit pas la richesse. Elle la préserve, et encore, imparfaitement, puisque l'inflation érode progressivement le pouvoir d'achat de l'argent qui dort. L'investissement, lui, permet à l'argent de croître. La stratégie que je recommande est ce que j'appelle la pyramide financière. À la base de la pyramide, tu as un fonds d'urgence. Généralement 3 à 6 mois de dépenses en épargne liquide et accessible. C'est ton filet de sécurité. Il te protège contre les imprévus et t'évite de devoir liquider tes investissements dans de mauvaises conditions. Au-dessus de cette base, tu as tes investissements à long terme, actions, immobilier, fonds, qui constituent le cœur de ta construction de richesse. Et au sommet, si tu as les connaissances et la tolérance aux risques nécessaires, tu peux avoir une petite portion de ton portefeuille dans des investissements plus spéculatifs, des opportunités à plus haut risque et potentiellement plus haut rendement. La clé est de ne jamais inverser cette pyramide. Ne jamais investir ton fonds d'urgence dans des actifs risqués. Ne jamais mettre une proportion disproportionnée de tes ressources dans des investissements spéculatifs. Je veux maintenant parler d'un sujet que j'appelle le coût de l'opportunité. C'est un concept économique qui a des implications profondes pour chaque décision financière que tu prends. Le coût d'opportunité, c'est ce à quoi tu renonces quand tu fais un choix. Quand tu dépenses 100 € sur un repas au restaurant, le coût réel n'est pas seulement les 100 €. C'est aussi ce que ces 100 € auraient pu générer s'ils avaient été investis. Sur 20 ans, avec un rendement annuel moyen raisonnable, ces 100 € auraient pu valoir plusieurs centaines d'euros. Ce n'est pas une invitation à ne plus jamais aller au restaurant. C'est une invitation à être conscient du vrai coût de chaque décision financière. À voir l'argent non pas comme une quantité fixe, mais comme un flux de possibilités. Quand tu comprends le coût d'opportunité, tu commences à faire des choix plus conscients. Tu décides que cette dépense en vaut la peine parce qu'elle apporte une valeur réelle à ta vie. Ou tu décides qu'elle ne vaut pas le coût d'opportunité qu'elle représente. Mais tu décides consciemment, pas par défaut. Voici quelque chose que j'observe souvent et qui me touche profondément. Des personnes très intelligentes, très travailleuses, très motivées, qui ne réussissent pas financièrement, non pas par manque d'efforts, mais par manque de stratégie. Elles travaillent dur, mais elles travaillent dans la mauvaise direction. Elles économisent, mais elles n'investissent pas. Elles ont des objectifs, mais ils ne sont pas clairement définis. Elles ont des plans, mais elles ne les suivent pas. La stratégie sans exécution est un rêve. L'exécution sans stratégie est du chaos. La richesse durable nécessite les deux. Une stratégie claire et une exécution disciplinée. Et voici ce que j'ai appris sur la discipline au fil des années. La discipline n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est une compétence qui se développe. Comme un muscle, plus tu l'exerces, plus elle devient forte. La façon la plus efficace de développer la discipline financière est de commencer petit, très petit. Un engagement que tu peux tenir facilement et de le tenir chaque jour, sans exception. Parce que chaque fois que tu tiens un engagement envers toi-même, tu construis la confiance en toi. Et la confiance en soi est le carburant de la discipline. Plus tu te fais confiance, plus il est facile de respecter tes engagements, et plus tes engagements sont respectés, plus tu te fais confiance. C'est un cercle vertueux. Et il commence par un petit engagement tenu aujourd'hui. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est souvent le dernier obstacle sur le chemin de la liberté financière. Le passage à l'acte. Nous avons parlé de beaucoup de principes aujourd'hui. De la mentalité, des habitudes, de l'investissement, de la valeur, de la discipline. Et je suis convaincu que tu as entendu des choses qui résonnent avec toi, qui t'ont peut-être même surpris ou éclairé. Mais voici la vérité. L'information seule ne change pas la vie. L'application change la vie. Il y a une expression que j'utilise souvent. Une moisse d'action vaut une tonne de théorie. Et je crois profondément à cela. Alors je veux te donner quelque chose de très concret. Pas 10 choses, pas 20. 3 choses que tu peux faire dans les prochaines 24 heures pour commencer à changer ta trajectoire financière. Premièrement, écris tes 10 objectifs financiers pour les 10 prochaines années. Maintenant, pas demain. Maintenant, prends 10 minutes. Sois honnête. Sois précis. Mets des chiffres, des dates et identifie l'objectif le plus important. Deuxièmement, calcule exactement combien tu dépenses chaque mois et dans quelle catégorie. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir où va leur argent quand ils le regardent vraiment. Cette clarté est le point de départ de tout changement. Troisièmement, décide d'un montant, même petit, que tu vas mettre de côté et investir chaque mois.
automatiquement, dès que tu reçois tes revenus. 50 euros, 100 euros, peu importe le montant. Ce qui compte, c'est de commencer et de rendre cela automatique. Ces 3 actions, si tu les fais dans les prochaines 24 heures, représentent un changement de direction. Et dans la vie, changer de direction, même légèrement, peut complètement changer ta destination finale. Voici quelque chose sur lequel je veux terminer cette partie de notre conversation, parce que je pense que c'est peut-être la vérité la plus profonde sur la richesse que j'ai jamais découverte. La richesse financière est importante. Elle donne de la liberté. Elle donne de la sécurité. Elle permet de prendre soin de ceux qu'on aime. Elle permet de contribuer à des causes qui nous tiennent à cœur. Elle est un outil puissant pour vivre une vie pleinement choisie. Mais la richesse financière seule ne suffit pas à une vie bien vécue. Et les personnes les plus sages que j'ai rencontrées, celles qui ont vraiment tout compris, le savent. La vraie richesse, c'est la richesse dans toutes les dimensions de la vie. La richesse des relations, la richesse de la connaissance, la richesse de la contagion, la richesse de la contribution. L'argent, quand il est bien utilisé, peut amplifier toutes ces richesses. Il peut te donner le temps de cultiver de profondes relations. Il peut te donner les ressources pour prendre soin de ta santé. Il peut te donner accès aux meilleures sources de connaissances. Il peut te donner la liberté de poursuivre ce qui a du sens pour toi. Et il peut te donner la capacité de contribuer de façon significative à ta communauté et au monde. Mais ces richesses ne suivent pas automatiquement l'argent. Elles se construisent consciemment, intentionnellement, avec la même discipline et la même stratégie que la richesse financière. Il y a un dernier principe que je veux partager avec toi. Un principe qui, d'une certaine façon, englobe tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. C'est le principe de la responsabilité totale. Prendre la responsabilité totale de ta vie financière signifie accepter que là où tu es aujourd'hui est le résultat de tes choix passés. Pas de l'économie, pas de tes parents, pas du gouvernement, pas de la malchance. Tes choix, et là où tu seras dans 10 ans, sera le résultat de tes choix actuels. Cette idée peut sembler dure. Elle peut même sembler injuste, parce que oui, certains ont eu des points de départ plus difficiles que d'autres. Certains ont fait face à des obstacles réels, des injustices réelles. Je ne nie pas cela. Mais voici la beauté de la responsabilité totale, elle te donne du pouvoir. Quand tu acceptes que tes choix déterminent ton avenir, tu acceptes aussi que tu as le pouvoir de changer ton avenir en changeant tes choix. À l'inverse, si tu attribues ta situation financière à des forces extérieures sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, tu te places en position de victime. Et les victimes ne peuvent pas changer leur situation parce qu'elles croient que leur situation est déterminée par des forces qui les dépassent. La responsabilité totale est libératrice. Elle est la fondation de tout changement réel. Alors voici où nous en sommes. Nous avons exploré ensemble des principes profonds sur l'argent, la mentalité, les habitudes et l'investissement. Des principes qui ne sont pas secrets au sens mystérieux du terme, mais qui sont ignorés par la majorité des gens parce qu'ils ne sont pas enseignés dans les écoles, parce qu'ils demandent de la discipline et du temps pour produire leurs effets, et parce qu'ils contredisent souvent les croyances et les habitudes que nous avons développées depuis l'enfance. Ce que nous avons vu aujourd'hui, que la richesse commence dans la tête avant de se manifester dans le portefeuille, que les habitudes financières déterminent les résultats financiers, que l'argent est un outil qui suit la valeur créée, que la liberté financière vient de la construction d'actifs qui génèrent des revenus passifs, que la discipline, la clarté des objectifs et la responsabilité totale sont les fondations de toute réussite financière durable. Ces principes ne sont pas nouveaux. Ils ont été appliqués par des milliers de personnes avant toi, avec des points de départ très différents, dans des contextes très différents. Et ils ont fonctionné. Ils fonctionneront. Pour toi, si tu décides de les appliquer. La question n'est pas de savoir si ces principes sont vrais. La question est vas-tu les appliquer? Et cette question, seul toi peux y répondre. Je veux te laisser avec une pensée finale. Une pensée que j'ai partagée avec des milliers de personnes au fil des années et qui, pour beaucoup d'entre elles, a représenté un tournant. Dans 10 ans, tu seras quelque part. Ta situation financière sera différente de ce qu'elle est aujourd'hui, meilleure ou pire. Tes habitudes auront évolué, dans un sens ou dans l'autre. Ta liberté sera plus grande ou plus petite. Cette version future de toi existe déjà dans les choix que tu fais aujourd'hui. Chaque décision financière que tu prends, chaque habitude que tu cultives ou que tu négliges, chaque heure que tu investis dans ton développement ou que tu passes en mode de consommation passive, tout cela construit ta version future.
Alors je te pose cette question, pas pour te juger, mais pour t'inviter à réfléchir profondément. Dans 10 ans, quand tu regarderas en arrière sur ce moment précis, sur ce que tu as entendu aujourd'hui, sur les principes que nous avons explorés ensemble, que voudras-tu avoir fait? Quelle décision voudras-tu avoir prise? Quelle habitude voudras-tu avoir commencé? Ne laisse pas cette question rester dans le domaine de la réflexion. Transforme-la en action. Maintenant, aujourd'hui, parce que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ta liberté financière ne commence pas quand tu auras plus d'argent. Elle ne commence pas quand l'économie sera meilleure. Elle ne commence pas quand tu auras le plan parfait. Elle commence quand tu décides qu'elle commence. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant, dans les prochaines secondes. Je crois en toi. Je crois en ta capacité à construire la vie financière que tu mérites. Pas parce que je te connais personnellement, mais parce que j'ai vu des centaines, des milliers de personnes transformer leur vie financière en appliquant ces principes. Des personnes qui avaient commencé avec beaucoup moins que toi, des personnes qui avaient fait face à des obstacles bien plus grands, des personnes qui, à un moment donné, ont simplement décidé que leur avenir serait différent de leur passé. Tu as cette même capacité. Tu as cette même possibilité. La question est simplement, vas-tu la saisir? C'est ton choix. Et c'est le plus important. Choix financier que tu puisses faire aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci d'avoir la sagesse de chercher à apprendre et à grandir. C'est déjà une preuve que tu as ce qu'il faut pour réussir. À toi de jouer.